assister ou ceux qui veulent voilà, avoir le replay. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation à ce quatrième atelier de notre premier cycle à tout close et qui est consacré exclusivement à l'accès à la commande publique des structures du handicap. Donc, aujourd'hui, nous aurons l'intervention de 3 structures. Donc le réseau GESAT dans un premier temps, Mélanie Rio. Ensuite, nous aurons une intervention de l'UNEA par Christelle Marivin. Et puis, nous aurons une intervention de HUP et de l'inclusion pour les travailleurs indépendants handicapés, donc les TIH, et le témoignage d'un TIH pour conclure. Et donc, c'est une matinée qui va être assez dense. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est de prendre vos questions à chaque fin d'intervention. Comme ça permettra, voilà, si vous en avez. Et puis, comme ça, on pourra voilà, répondre soit à vos questions, soit on prend note de vos questions, on y répondra ultérieurement. Donc, juste petit rappel, hein, mais là, je vais être brève. Donc, le GIP Maximilien, hein, c'est la plateforme dématérialisée des marchés publics. Je vais être brève parce que je pense qu'il y a une grande partie déjà des participants qui ont suivi les premiers ateliers. Donc, on anime également depuis 2022 le réseau francilien des achats responsables, donc avec un pôle qui a 3 personnes, donc une chef de projet et une chargée de mission sur la partie environnementale et donc moi-même qui suis sur la partie sociale. Et donc, les ateliers sont organisés par la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales, qui existe depuis 2016 et donc qui a 2 grandes missions. Une mission de développer la prise en compte des considérations sociales dans les marchés franciliens et également un rôle d'animation de l'écosystème de la clause sociale sur ce même territoire. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Mélanie, donc du Oui, merci réseau Erika. GESAT. Je vous laisse la main sur votre Sur support, le Mélanie, partage, peut-être? d'accord, je partage mon document alors. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Mélanie Rio, je suis responsable des projets achats inclusifs au sein du réseau GESAT. Euh, alors, ça n'est pas bon. Excusez-moi. Non, mais je pense que Je on vais a vous commencé à pousser. voir, donc j'ai pas de. Ouais, mais je pense que vous avez vu, vous n'étiez pas en mode. Ah, ou alors je vais le passer en mode plein écran. Et non, ça ne va pas. Je vais vous mettre Diaporama, peut-être, à ouais, partir du. le diaporama. Vous n'avez pas la possibilité de le partager, Erika, celui que je vous ai Si, envoyé hier? si, Ça vous c'était juste dérange que pas? c'était Ce sera peut-être. plus Non, non, facile, non, non. plus aisé pour moi. Juste le récupérer. Alors, je peux commencer, hein, pendant que vous le retrouvez. Donc, le réseau GESAT, je vous présenterai la structure un petit peu après. Je vais juste faire un petit point sur ce qu'est un ESAT et ce qu'est une entreprise adaptée, sans aller trop dans le détail, étant donné que Christelle Marivin pourra revenir pour la partie UNEA davantage sur les entreprises adaptées. Un ESAT, donc c'est un établissement ou service d'accompagnement par le travail. Ce sont les établissements qu'on appelait par le passé les CAT. Ce sont des établissements d'insertion sociale et professionnelle, mais qui sont également des lieux de vie et d'accompagnement avec un parcours médicalisé pour les personnes qui s'y trouvent. Au sein des... Excusez-moi, vous voyez bien le support? Ouais, on le voit. Merci Super. beaucoup, Erika.
heureusement, non, non, je Donc m'imagine. les ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail, ils accueillent 100 de travailleurs au niveau de la production. Ils accueillent 100 de travailleurs en situation de handicap, contrairement aux entreprises adaptées, comme on le verra, qui accueillent à minima, 55 de travailleurs en situation de handicap. Au sein des ESAT, on trouve, en moyenne, 90, travailleurs en situation de handicap et vous le verrez, il y a, beaucoup de nombreux métiers, qui sont développés au sein de ces structures et en moyenne, dans chaque établissement, on retrouve, en moyenne 7 métiers, par établissement. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les établissements, les ESAT sont agréés et contrôlés par le ministère des Affaires sociales et qui sont gérés, contrôlés au niveau régional par l'Agence régionale de santé. Les entreprises adaptées, quant à elles, donc elles sont, agréées et contrôlées par le ministère du Travail. Je vous ai dit la part, de personnes en situation de handicap, est à minima de 55 et au niveau des métiers, il y a environ, 5 métiers, qui sont représentés au sein de ces structures. Si vous voulez bien passer sur la slide suivante, sur la diapo suivante. Donc, sur tout le territoire, France, métropolitaine, DOM-TOM, il y a, 2 400 établissements qui sont représentés, qui sont répartis à peu près 60 pour des ESAT et 40 d'entreprises adaptées. Ça représente 170 000 personnes en situation de handicap qui sont accueillies au sein de ces structures et qui réalisent, annuellement un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Comme je vous le disais, il y a de nombreux métiers qui sont représentés. Ces métiers sont répartis, sur 14 filières métiers et on recense, un petit peu plus de 200 métiers au sein de l'ensemble de ces structures. Au niveau des métiers, vous allez avoir, retrouver les 3 métiers, historiques, les métiers auxquels on pense, spontanément quand on pense ESAT-EA, qui sont, l'entretien et la création d'espaces verts, le conditionnement et la logistique et le nettoyage de locaux, nettoyage de voiries, entretien, de plus en plus de vêtements de travail. Donc ce sont vraiment, des métiers historiques qui sont très représentés, mais pour autant la palette est très large, de métiers au sein de ces établissements. Sur la diapositive, suivante justement, vous pouvez voir, l'ensemble des 14 filières, que j'ai évoquées avec, sur l'axe des abscisses. Donc elles sont représentées, dans le poids de la représentativité au sein des établissements. Donc plus vous allez vers la droite, plus le métier, plus la filière, est représentée. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez, la création de métiers au sein des 2 dernières années. Donc plus vous montez, plus le métier a été créé, au sein de ces établissements. Donc comme vous pouvez le voir, les trois métiers historiques sont très présents. Ils continuent également à se développer. Mais à côté de ça, il y a, des filières, telles que la production industrielle avec, le travail du bois, le travail du métal, les travails, liés à l'électricité, au câblage, qui est également très bien représenté puisque cette filière représente 40 est représentée à 40 au sein des établissements. Vous avez tous les métiers liés aux prestations administratives, la gestion de courrier entrant, l'archivage, le classement, les services liés aux ressources humaines, à la gestion de dossiers. Vous allez avoir, les services généraux qui sont représentés à 29 avec l'accueil, la conciergerie, l'entretien des plantes. Tout ce qui est, métier de l'impression, du marquage et de la reprographie. Une filière à laquelle on pense également, c'est, la filière de la restauration et de l'hébergement avec, toutes les prestations traiteurs, restauration collective, portage de repas.
Vous avez la communication et le marketing, qui est représenté à 17% avec des acteurs très pointus dans le domaine des agences marketing, de la création graphique, qui interviennent auprès de clients bancaires avec de hautes exigences. Et puis vous avez également les métiers de la construction et du bâtiment, avec une représentativité qui est plus prononcée sur tous les métiers du second œuvre, la peinture, la pose de cloisons, de revêtements, de sols, davantage que tout ce qui est gros œuvres. Et puis à côté de ça, bah, vous avez des filières qui se développent, toute la filière liée à l'énergie, à la gestion des déchets, la filière liée aux prestations intellectuelles, principalement tout ce qui est en lien avec les prestations informatiques, les missions au sein de sièges ou d'équipes d'organismes publics ou d'entreprises. Donc la palette, elle est vraiment très large, heu et je vous invite à aller voir tout ce qui se passe au sein des établissements de votre région pour vous faire une idée. Vous pouvez aussi consulter, on a un annuaire sur www.réseau-gsat.com qui recense l'ensemble des établissements avec les métiers qui sont représentés et les coordonnées associées. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir d'autres filières métiers, tout en anticipant en amont votre recherche, votre sourcing avec une étude de faisabilité pour connaître la représentativité et la capacité des établissements à intégrer de nouveaux marchés. Puisque qui dit filière très représentée ne dit pas forcément que l'établissement est en mesure d'intégrer de nouveaux marchés, étant donné qu'on y pense également très facilement. On va très vite, comme je vous le disais, vers les ESAT-EA pour des missions de nettoyage, de conditionnement ou d'espaces verts. Donc ils peuvent également être assez vite saturés. Donc quel que soit votre besoin, c'est, je pense, un des conseils qui reviendra dans toute cette matinée qui suggère l'accès à la commande publique pour ces établissements. C'est vraiment d'en amont réfléchir à la capacité et de prendre le temps de faire un sourcing et une étude de faisabilité détaillée pour connaître les capacités techniques, humaines et le planning, la gestion de la charge de travail. Sur la slide suivante, bah, c'est une petite synthèse des avantages d'avoir recours au secteur du travail protégé adapté. Donc, l'avantage, il est général, il est à la fois pour vous en tant que donneur d'ordre, il est également pour les ESAT et entreprises adaptées. Votre avantage, il est social. Vous instaurez une relation qui permet aux établissements une montée en compétences de ces travailleurs, une formation continue, le développement d'outils de travail, dans certains cas, avec la mise en place d'ateliers au sein d'établissements. Donc vous donner de nouvelles capacités à ces travailleurs et à ces établissements. Et puis ça vous permet, ben, de votre côté, de contribuer à l'emploi de travailleurs en situation de handicap, à répondre à votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de répondre à vos enjeux de recrutement, au développement que vous vous êtes fixé pour développer des marchés au sein des ESAT et entreprises adaptées. Donc vraiment les avantages sont des 2 côtés. D'un point de vue environnemental, avoir accès à des marchés, développer vos marchés au sein des ESAT et entreprises adaptées, et bien c'est pour vous une manière de
qui êtes constamment challengé sur votre diminution d'empreinte carbone, vos émissions de gaz à effet de serre. C'est une solution adaptée à ces contraintes pour acheter local et développer d'un point de vue économique la, l'économie du territoire, participer au développement de votre territoire. Et bien évidemment, d'un point de vue économique, la participation, le fait de confier des marchés à des ESAT-EA vous permet de diminuer votre contribution annuelle si vous en avez une. Dans cet environnement, donc sur la slide suivante, le réseau GESAT, eh bien, nous sommes la tête de réseau économique de ces 2400 prestataires ESAT et entreprises adaptées. Nous avons 3 missions. La première mission, elle est de promouvoir tout ce qui peut se faire au sein de ces établissements, de mettre en valeur les marchés, les compétences, les projets innovants qui émergent au sein de ces structures. Notre deuxième mission, elle est d'accompagner ces 2400 établissements pour via des formations, via une présence tout au long de l'année. On propose des manières d'optimiser l'offre commerciale, de structurer la réponse client, de se positionner face à la concurrence. Donc voilà, des points précis sur des développements qui semblent nécessaires pour accompagner au développement d'un nouveau métier, d'une nouvelle activité. Donc, nous avons un pôle ESAT-EA qui est dédié à cette mission. Et la troisième mission, elle est de développer les marchés auprès des établissements. Donc, c'est la mission sur laquelle j'interviens particulièrement pour faire se rencontrer des donneurs d'ordre, privés et publics, pour les mettre en relation un besoin qui est émis au sein d'une entreprise ou d'un organisme public et d'un ESAT ou d'une EA. Donc, ça va passer par l'analyse des dépenses, par un diagnostic et des recommandations sur les marchés qui peuvent être confiés au STPA. Ça va être dans des cas ponctuels, intervenir sur des demandes d'informations, sur des études de faisabilité. Vous avez un projet que vous souhaiteriez voir confié au STPA, mais vous n'êtes pas sûr de la capacité technique ou des compétences au sein du secteur. Donc, on est là vraiment pour sonder et pour vous mettre en relation avec les prestataires les plus à même d'y répondre. Si on continue sur la slide suivante, donc comment favoriser l'accès des ESAT et des EA à la commande publique? Pour moi, ça passe en 2 temps. Dans un premier temps, c'est vraiment un engagement global de votre organisation. Donc pour ça, je vous recommande de faire un état des lieux de votre existant. Savoir quels sont vos fournisseurs, vos prestataires ESAT-EA à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils sont bien identifiés comme tels dans votre structure? Quels sont les types de marchés que vous leur confiez? Quel montant? Est-ce que ces partenaires sont connus du département achat, des prescripteurs en interne? Est-ce qu'ils sont valorisés? Est-ce qu'il y a une communication autour? Est-ce que vous avez un annuaire à votre disposition? Est-ce que vous avez des prestataires qui sont référencés par métier en fonction de vos besoins récurrents? Donc, c'est vraiment cette première étape qu'on vous engage à réaliser pour permettre de savoir dans un premier temps où vous en êtes. Après cette deuxième
après cette première étape, ce qu'on vous recommande, c'est d'identifier les pistes de développement, en partant, soit de vos dépenses, N-1, de voir ce que vous avez, dépensé, ce que vous avez confié au secteur du travail protégé adapté, ce que vous auriez pu confier, ce que vous pourrez confier, à l'avenir en fonction de la représentativité sur votre territoire, selon les métiers, les localisations. Ou alors, partir de votre programmation, de marché et identifier de la même manière quels sont les marchés transférables, afin, d'intégrer, d'intégrer un critère social, une clause sociale, pardon, des critères de notation, une clause sociale ou alors, un allotissement, un lot réservé, voire, réserver le marché entier. Voilà, mais ça, ce sont vraiment des choses qui se font en amont, dans une étude, de ses dépenses ou de sa programmation et dans une étude également, et du secteur. Ensuite, ce qu'on vous recommande, c'est de mobiliser, vos collaborateurs, mobiliser, les équipes, pas uniquement, pas uniquement le service marché, pas uniquement, les acheteurs. Il faut vraiment que ce soit une impulsion, donnée, du plus haut possible et au plus grand nombre possible afin de penser, au secteur du travail protégé adapté, dès que possible. Pour ça, il y a des sensibilisations, des petites interventions qui sont possibles. Il y a des outils qui peuvent être utilisés. Je vous disais comme des annuaires, des référencements de prestataires et surtout, communiquer sur les réussites en interne et en externe afin de casser les idées reçues et de montrer, toute la capacité et la grandeur du secteur. Hem et puis, dans un dernier temps, au sein de votre organisation c'est mettre en œuvre un plan d'action. Heu, Ça va consister à analyser, vos cahiers des charges, les cahiers des charges des marchés à venir. Comme je vous disais, initier, des demandes d'information, un sourcing, une étude de faisabilité pour bien cerner les capacités des établissements. Et puis en fonction de ce qui pourra vous remonter, de ce que vos études, révéleront, et bien calibrer, vos cahiers des charges en fonction du marché d'attribuer, le lot, le plus pertinent, aux structures ESAT-EA. Hem Ensuite, je vous ai, intégré, une diapositive sur les bonnes pratiques à mener, pour, permettre l'accès, à la commande publique, des ESAT-EA. Comme je vous le disais, hein, faire du sourcing en continu. Heu les structures évoluent, elles se forment, elles investissent dans de nouveaux métiers. En ce qui vous concerne, il faut vraiment être présent, savoir ce qui se passe, ne pas hésiter à aller à la rencontre des ESAT, des entreprises adaptées, à faire des visites, à participer à des groupes d'échange, savoir ce qui se fait ailleurs dans d'autres structures ou dans d'autres de vos entités. Rendre, accessibles ces marchés, donc on l'a dit, hein, ça va passer par un allotissement, voire une réservation, des clauses sociales, des critères de notation qui vont être adaptés. Également une incitation à la cotraitance avec le secteur dit ordinaire. Mais ça va être également, de prendre en compte, toutes les contraintes, des travailleurs en situation de handicap qui se trouvent, au sein de ces 2 400 établissements. Donc prendre en compte, le handicap dans son ensemble, la représentation sur le territoire, mais également, heu
adapter son CCTP au niveau des horaires, des délais d'intervention, considérer que les travailleurs en situation de handicap ne peuvent pas intervenir au-delà de 2,50 m, privilégier les horaires en semaine aux horaires administratifs. Et puis sur le mode de réponse, ce que je vous invite à prendre en compte aussi, c'est d'allonger, vos délais de réponse. Nous, au réseau GESAT, on scanne, on fait une veille des marchés publics, réservés qui sortent, tous les jours sur les plateformes de publication. Il peut arriver qu'il y ait de très bons marchés, totalement pertinents, sur lesquels les ESATEA, pourraient répondre sans aucun souci, mais où, le délai de réponse est de, 2 semaines ou à peine 3 semaines, et où il est difficilement, possible, pour des structures qui n'ont pas toujours un service commercial, dédié à ces réponses et heu heu, à même de faire, de remettre une candidature ou de soumissionner à un marché. Donc ça, il faut aussi l'intégrer et adapter, autant que faire se peut, vos dossiers, si possible, les alléger l'offre qui est demandée, et surtout, considérer ce délai de réponse pour les marchés réservés. Enfin, ne pas hésiter à relayer, vos marchés qui peuvent être adaptés, aux ESAT et entreprises adaptées, sur des plateformes dédiées. On peut diffuser vos marchés, sur notre plateforme, à destination des ESAT et entreprises adaptées. Et puis enfin, ce qu'on vous recommande, c'est de rester exigeant et de rester sur vos bases, de qualitatives, les critères qualitatifs qui ont été définis. Heu voilà pour les recommandations. Après, il y a toute la partie, bien évidemment, on a parlé d'allotissement, on a parlé de réservation de marché. Il y a également, toute la partie d'achat, sous les seuils, qui, qui ne qui est qui pourrait être facile, de contractualiser avec, des ESAT ou entreprises adaptées, et pour lesquels, on vous recommande, d'avoir justement référencé en amont des ESAT et EA qui seront à même d'y répondre, pour ne pas, rentrer dans un jeu de concurrence trop, à un délai trop court. Voilà, je vais pas monopoliser, trop longtemps la parole. Je vais laisser la main à mes, heu, à mes collègues. Vous avez, ensuite, l'offre, disponible au sein du réseau GESAT, donc on peut vous accompagner pour réaliser, ces plans d'action, pour mettre en place divers projets au sein de vos organisations. Et je vous ai mis mes coordonnées, sur la dernière diapositive, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des besoins, à me recontacter après cet échange. Merci beaucoup Mélanie. Merci Erika pour le support. Je vous en prie. Alors je vais arrêter le partage parce que je ne vois personne. Voilà, s'il y a des mains levées. Alors, Alors, il y a une oh, il question sur ouais, la convention. Alors, en effet, nous travaillons avec des partenaires qui signent des conventions. Heu, donc oui, c'est dans le cadre d'une convention qu'on intervient, sur des missions, tout à fait. En revanche, vous pouvez vous créer un compte sur notre site et avoir accès, à l'annuaire, sans aucun, voilà, sans convention. C'est disponible en ligne. j'avais une question Mélanie au niveau de la commande publique, enfin je sais pas si vous avez, un pourcentage, ça représente,
un pourcentage enfin, de quel ordre au niveau de l'activité des ESAT et est-ce que c'est en constante progression? Alors, comme je vous le disais, ça dépend beaucoup de la enfin de la présence d'un service commercial dédié. Donc il y a en moyenne Mmh. un tiers, des établissements qui ont un service commercial, donc qui vont y répondre. Après, on fait la veille, on fait une veille des marchés publics, on scanne aussi, les attributions, mais comme vous le savez, les attributions sont sont peu nombreuses à être, enfin, il y a peu de publications, des attributions. Donc on voit quand même qu'il y a un certain, voilà, un certain niveau, un certain, nombre d'établissements qui y répondent et cette veille qu'on pratique, donc tous les jours on diffuse les marchés qui sont réservés afin de leur faciliter justement cette première recherche. Donc c'est aussi en vue de faire progresser les établissements, et d'acquérir, d'avoir accès, encore plus facilement à la commande publique. Donc voilà, on espère qu'à l'avenir ces chiffres seront amenés à augmenter, voilà. Mais j'ai pas un chiffre précis à vous donner sur le montant ou le Mmh. pourcentage d'établissements qui sont attributaires d'un marché public. Merci Mélanie. Il y a une question: survenait donc d'apporter une offre en complément du facilitateur. Alors je sais pas si Alors, je connais pas forcément toute l'offre du facilitateur, le facilitateur, heu, peut-être. ouais, ouais, parce que le facilitateur, en fait, lui, va bien connaître son territoire, mais de Oui, façon, large. Donc oui, effectivement, si, enfin, vous, acheteur public, vous travaillez en amont, vous avez un partenariat avec un facilitateur, voilà, il sera en capacité, si vous travaillez avec le facilitateur, la programmation, voilà, de flécher certains marchés vers le secteur du handicap parce qu'il sait que sur son territoire, il y a des ESAT, des EA, voire des TIH qui sont en capacité sur telle famille d'achat de pouvoir répondre en fait, donc oui, effectivement oui. c'est complémentaire. Tout Mmh. à fait. Très bien. Mais si je vois plus de questions. Merci beaucoup Mélanie et Merci à on vous. va laisser la parole à Lunéa qui va prendre la suite. Oui, Christelle. bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christelle Marivin, je suis chargée de mission pour, l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées et j'accompagne plus particulièrement les territoires franciliens de Centre-Val de Loire et de l'outre-mer, voilà. Alors, je ne vais pas vous repasser du coup de présentation, il y a un certain nombre de choses qui a été présentées, donc par le réseau GESAT. Simplement là, moi je vais juste un peu focuser sur la partie entreprises adaptées. Donc juste pour présentation, le réseau enfin l'UNEA, donc l'UNEA, c'est vraiment une association qui a été créée en 1987 par des responsables, des dirigeants d'entreprises adaptées et donc le rôle, la mission première de l'UNEA, c'est vraiment déjà une mission de lobbying politique. Voilà, on pourrait présenter l'UNEA un peu comme un syndicat de branche. Et donc, c'est l'UNEA qui discute avec les services de l'État pour les budgets attribués aux entreprises aux entreprises adaptées. C'est l'UNEA qui échange avec les services de l'État sur les différents dispositifs qui ont pu être mis en place, comme le CDD tremplin ou l'entreprise adaptée de travail temporaire. Donc, on a vraiment la mission première, en tout cas de l'UNEA, c'est vraiment cette représentation et ce lobbying politique. L'UNEA va représenter l'ensemble des entreprises adaptées du territoire, qu'elles soient adhérentes ou pas à notre association. Pour focuser un peu plus sur les EA, il y a donc actuellement au niveau du territoire 825 entreprises adaptées et ce qu'on va considérer comme des entreprises adaptées, ce sont celles qui sont porteuses de l'agrément et au global, on est à 1100, un peu plus de 1100 établissements au total sur le territoire. L'agrément de l'entreprise adaptée, c'est un agrément régional et non pas départemental comme dans l'IAE. Ça, c'est très important à avoir en tête. Donc, on est vraiment sur un agrément régional. Donc, une entreprise adaptée n'est pas tenue de ne travailler que sur le département sur lequel elle est installée. Quelques chiffres spécifiques à l'EA, ça représente environ 57 000 salariés.
un peu plus de 41 000 personnes en situation de handicap, donc éligibles aux subventions des services de l'État. C'est en fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires cumulé, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé sur l'ensemble des structures et 250 métiers différents au sein des entreprises adaptées. Et ce qu'on sait à date, c'est que, à date en tout cas, il y a 100% des départements qui sont couverts par une entreprise adaptée. Alors, elles n'ont pas forcément les activités dont vous avez besoin, mais en tout cas, il y a au moins une entreprise adaptée par département. Le rôle de l'entreprise adaptée, c'est la mise à l'emploi pérenne de la personne en situation de handicap. C'est vraiment son cœur de métier. Elle est vraiment là pour remettre à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, des personnes en situation de handicap qui en sont éloignées. Et elle a vraiment cet impact sur le territoire au niveau social, mais aussi au niveau économique, puisque du coup, vous êtes vraiment sur de la création d'activités économiques au niveau du territoire, donc que ce soit le département, la région ou même le territoire national, puisque certaines structures répondent à des appels d'offres et ont des marchés qui ne sont pas sur leur territoire d'agrément. Mais il n'y a rien qui empêche de répondre à des marchés au niveau national. Et du coup, on est vraiment sur l'idée de la dynamique de création d'emplois. C'est vraiment l'objectif de l'entreprise adaptée. Vous avez, comme le disait Mélanie, la possibilité effectivement de les interroger sur des marchés réservés EA, IAE ou juste entreprise, enfin pas EA, IAE, mais secteur du handicap et IAE, ou simplement sur des marchés réservés au secteur du handicap. Les marchés effectivement qui sont en dessous des seuils sont très peu présentés aux structures entreprises adaptées, ce qui est dommage parce qu'en plus ça vous permettrait finalement d'avoir déjà un premier contact avec eux sans avoir de risque de marché infructueux quand vous n'avez pas de réponse sur vos marchés réservés. Donc il faut vraiment mobiliser finalement ces marchés qui sont en dessous des seuils, ce qui vous permettra déjà de les connaître et de voir comment, finalement, comment elles interviennent, leur qualité de travail, leur qualité de travail au quotidien, en fait. Dans les bonnes pratiques, donc il y a effectivement plein de choses qui ont été dites par Mélanie. Moi, ce que je rajouterais, c'est surtout d'être bien en amont de vos marchés et de ne pas hésiter à les rencontrer. En fait, ce qu'on se rend compte, nous, au niveau des entreprises adaptées, il faut savoir que le poids de la commande publique dans les EA, ça représente à peine 15% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est minime. Et elles ne répondent pas parce qu'en fait, elles passent rarement les premiers tours de sélection, elles sont rarement retenues. Du coup, comme vous ne les connaissez pas, vos cahiers des charges ne sont pas forcément calibrés pour qu'elles puissent y répondre. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai une entreprise adaptée qui a répondu pour les JO à un appel d'offres sur des métiers de l'imprimerie. Il se trouve que dans le cahier des charges, il y avait un point du cahier des charges qui mettait en avant une prestation que seules quelques entreprises dites classiques sont en capacité de réaliser. Même dans les entreprises d'imprimerie classiques, elles ne le font pas toutes, cette prestation-là. Donc autant vous dire que dans une entreprise adaptée, c'était quelque chose de niche. Et là, en l'occurrence, dans les entreprises adaptées, cette niche-là, on ne la trouvait pas. Du coup, le dirigeant de l'entreprise adaptée a échangé avec les acheteurs. Le cahier des charges, du coup, a été retravaillé dans le sens où le périmètre a été revu pour permettre à cet appel d'offres d'être répondu en co-traitance et ou sous-traitance avec une entreprise du secteur dit classique qui réalise cette activité de niche. Et donc, l'entreprise adaptée a réussi à remporter le marché parce que, elle a en fait expliqué ce qu'était le modèle entreprise adaptée, expliquer que finalement, il y a certaines prestations qui sont des prestations de niche que même certaines entreprises adaptées, certaines entreprises classiques, ne sont pas en capacité de réaliser. Et cet échange a permis de ne pas se retrouver avec un marché infructueux qui aurait été obligé d'être redéposé par la suite. Donc, l'importance de bien connaître les structures sur votre territoire, elle vous permet aussi d'avoir un cahier des charges qui est adapté, qui est vraiment calibré
à ce que les structures soient en capacité de réaliser pour que vous n'ayez pas de marché infructueux derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc n'hésitez pas à les rencontrer. Vous savez que vos marchés arrivent à échéance. Alors à 2 mois, très clairement, ça va être compliqué, hein. Il faut effectivement avoir en tête, comme le disait Mélanie, que toutes les entreprises adaptées n'ont pas de structure commerciale, d'équipe commerciale dédiée. C'est bien souvent dans les structures de taille moyenne, c'est bien souvent le dirigeant qui va faire le développement commercial et toute la mise en place de la gestion de l'entreprise. Donc voilà, n'attendez pas, ne donnez pas des délais trop courts pour répondre parce que vous n'aurez pas de réponse. Et le fait de les rencontrer bien en amont de vos appels d'offres, ça va vous permettre de savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, comment ils sont staffés, quelles sont leurs capacités à faire, pour que justement vous puissiez avoir des appels d'offres qui soient vraiment au plus proche de leur réalité d'activité. Voilà. Ce que je peux vous dire par rapport aux EA, vous aurez de toute façon, je vous enverrai la présentation par la suite, vous verrez, il y a un certain nombre de choses qui recoupent avec ce que le réseau GESAT fait. Donc voilà. Et un autre point sur le rôle de l'UNEA aussi auprès des entreprises adaptées. Donc on est, comme je vous le disais, un peu comme un syndicat de branche en fait, mais on a aussi une part d'accompagnement et de formation professionnelle pour les structures, notamment sur tout le cadre réglementaire de l'entreprise adaptée, sur la réponse à la commande publique, hein. Aussi, on sait qu'il y a parfois des structures qui ne répondent pas correctement à vos appels d'offres. Il y a voilà, un vrai apprentissage aussi à cette partie administrative qui parfois peut être lourde pour des petites structures. Et donc l'idée, c'est de leur expliquer que si déjà elles ont une partie sur la présentation de la structure qui est en permanence prête, qui est toujours bien mise à jour, ça peut être utilisable autant de fois qu'elles le souhaitent, quels que soient les appels d'offres, hein, qu'ils soient privés ou publics. On demande systématiquement une présentation de la structure. Donc voilà, ça, elles peuvent l'avoir de près en amont sans que ce soit problématique. Et puis après, sur la partie technique, là, c'est voilà, à lire le cahier des charges, elle voit au niveau de la partie technique comment elles répondent. Mais en tout cas, on est là, on essaye en tout cas de leur faire comprendre que pour répondre à de la commande publique, il faut être organisé. Il faut avoir vraiment des choses qui soient bien prêtes en amont et qui sont faciles à utiliser d'un appel d'offres à un autre et n'avoir à se concentrer finalement qu'à la réponse vraiment sur la partie technique qui là va être vraiment propre à chaque appel d'offres en fait. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. L'annuaire de l'UNEA est accessible, hein, donc vous avez tout à fait la possibilité de regarder, de requêter par région et d'aller regarder un peu ce que vous pouvez trouver comme structure. Donc voilà, on est en tout cas aussi à votre écoute, hein, si vous avez du questionnement vraiment sur le modèle entreprise adaptée, il ne faut pas hésiter en tout cas à prendre contact avec nous. Merci Christelle. Et les structures sont aussi référencées, que ce soit ESAT ou EA, Non, nous, on a sur le que marché les... de l'inclusion. Sur Ah le oui, marché de pardon. l'inclusion, hein, Oui, oui, sur le marché de l'inclusion. Alors, elles sont intégrées dans le marché de l'inclusion. Pour autant, je ne suis pas certaine que toutes les structures aient mis à jour les profils sur le marché de l'inclusion, même si on leur a demandé de le faire, parce que on sait aussi que la commande publique mobilise beaucoup le marché de l'inclusion, hein. Donc, bon, on espère quand même qu'une majorité d'entre elles a bien mis à jour son profil sur cette plateforme-là. Mais ça, je ne peux pas vous le garantir à 100% par contre. C'est vrai que ce qu'on ne peut qu'encourager, c'est voilà, c'est anticiper, c'est le partenariat aussi, hein, que ce soit avec les ESAT et les EA. Et c'est vrai que quand on est dans une relation partenariale, ben, ça permet, comme tu dis, par exemple, voilà, Christelle, tu parlais de visite, ça peut être intégré peut-être dans une convention de partenariat que l'acheteur aurait avec une de vos deux structures ou voilà, ou les deux en fait. Mais ça permet bien de voilà, de structurer, le relationnel et aller vers, voilà, faire évoluer, vous acheteurs publics, vos achats, auprès de ce secteur. Parce que c'est pas, forcément, acheter pour acheter, c'est vraiment faire un Oui, achat qui se concrétise. Parce oui, oui, oui. qu'effectivement, oui,
l'exemple oui, des marchés JOP, c'est c'est ça. Et après, par rapport au prix, oui, il faut rester exigeant dans les prix, oui, ne pas aller sur des prix anormalement bas. Et puis après, sur les prix qui peuvent vous paraître parfois un peu hauts, là, moi, je mettrais juste un petit bémol. Il faut quand même avoir conscience que, en tout cas dans les entreprises adaptées, il y a un poids de l'accompagnement social et professionnel, hein, qui fait que parfois, vous pouvez malgré tout vous retrouver avec possiblement un coût qui peut être un peu plus important qu'une entreprise dite classique. Pour autant, vous avez, vous, au niveau de la commande publique comme dans la commande privée, la possibilité d'avoir une réduction de votre contribution, effectivement. Et donc, peut-être ce petit surcoût que vous pourriez avoir, et encore, il n'y a vraiment pas c'est pas systématique, hein, mais en tout cas, ce petit surcoût que vous pourriez avoir sur le prix sur votre coût de prestation, vous le récupérez en partie par le biais de la réduction de la contribution que la collectivité doit payer parce qu'elle ne respecte pas son taux d'emploi. Donc voilà. Et puis l'entreprise adaptée peut aussi être un partenaire de recrutement direct, dans le sens où on a des structures qui sont quand même porteuses du dispositif CDD tremplin. Donc ce dispositif-là, on est vraiment sur un dispositif qui va être calqué sur le contrat de l'insertion. Donc c'est un dispositif de transition professionnelle, hein. Ça, c'est vraiment un dispositif qui est spécifique, où la personne va être accompagnée et formée dans l'entreprise adaptée pour qu'au terme de son contrat, qui peut aller jusqu'à 24 mois maximum, elle puisse trouver du travail en dehors de l'entreprise adaptée. L'idée de ce dispositif, c'est pas que la personne reste dans le A, mais soit bien vraiment sur de la transition professionnelle. Donc ça, c'est important d'avoir ça aussi en tête. Donc vous avez cette possibilité-là. Et puis vous avez aussi la possibilité de passer par des entreprises adaptées de travail temporaire, qui est aussi un dispositif qui existe depuis 2019 maintenant. Et dans ces entreprises adaptées, vous allez trouver donc des intérimaires en situation de handicap. Vous n'aurez pas d'autres types de profils, vous n'aurez que des personnes en situation de handicap dans les entreprises adaptées de travail temporaire. Alors, sur le territoire francilien, il y en a 3. Donc voilà, c'est quand même pas la majorité, enfin, c'est pas le plus représentatif, mais en tout cas, il y en a 3. Et puis après, sur les entreprises adaptées en Île-de-France, tout établissement confondu, on est pratiquement à une centaine de structures. Un autre point d'attention aussi que je tiens à soulever, c'est que, comme je vous le disais, les agréments des entreprises adaptées sont des agréments régionaux. Donc, elles ont un agrément pour exercer en Île-de-France. Du coup, si vous vous restreignez à sourcer uniquement sur le département, vous vous privez de la possibilité de travailler avec des prestataires. Parce que sur votre département, vous n'allez pas forcément trouver le besoin pour votre appel d'offres. Si vous avez un besoin, par exemple, de prestations informatiques, il y a des départements où vous n'avez pas d'entreprises adaptées qui sont sur de la prestation informatique, mais vous allez les avoir sur des départements voisins. Donc, ayez bien en tête que le A, c'est un agrément régional. Donc, ne restez pas focusé uniquement sur le département. Ça, c'est très important. D'autant plus que ça, c'est beaucoup fait dans la commande publique, mais normalement, c'est pas normal. C'est par rapport à la concurrence, à la mise en concurrence, se restreindre à un seul territoire, on est complètement hors des clous sur justement l'ouverture à la concurrence. merci Christelle. Pas de questions spécifiques. Donc de toute façon, on vous enverra. Tu auras un support, c'est ça Christelle, Oui, je transmettre? n'ai pas eu le temps de te l'envoyer hier, je te le ferai suivre après la réunion, comme ça tu pourras le transférer. On peut peut-être passer maintenant au troisième intervenant, donc à HUP et à l'inclusion, et on aura, voilà, en conclusion, le témoignage d'une TIH. Alors, il nous a semblé, oui, intéressant de faire intervenir, voilà, et HUP et l'inclusion, alors qui sont peut-être un petit peu moins connus, puisque ce sont des dispositifs, alors qui datent quand même un petit peu, mais voilà, qui sont peut-être un peu moins connus de l'acheteur public que le recours aux ESAT et aux EA. Et donc, voilà,
Je crois que vous allez intervenir à deux voix, Pauline et Baptiste, donc je vous laisse prendre la main. Merci beaucoup. Baptiste, je ne sais pas si tu as la possibilité du coup de partager notre présentation commune ou si tu veux que je le fasse, dis-moi. Je peux le faire. Ouais, je veux bien du coup. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Erika pour votre invitation. On va effectivement parler à deux voix, vous allez comprendre pourquoi, et même à trois voix, puisque nous sommes avec Julie Cherrier, associée et co-dirigeante de l'agence ASC, le handicap au service des compétences. Donc on est bien conscient aussi du temps imparti, donc voilà, on va essayer d'être le plus synthétique possible. Donc aujourd'hui, on vient vous parler des travailleurs indépendants handicapés, qui sont donc aujourd'hui la troisième voie de recours aux partenaires handicap inscrits dans la loi. Et alors, ça fait quelque temps qu'on en parle, mais ça fait pas si longtemps que ça, justement, pour dire qu'ils étaient en fait, en réalité, les grands oubliés de la loi du 11 février 2005. Je vais revenir dessus. Et c'est aussi pour ça que finalement, ils émergent encore dans le paysage des achats, parce que ce sont des acteurs récemment reconnus. Ils existaient depuis toujours, vous vous en doutez, mais récemment inscrits dans le cadre légal de l'incitation financière des organisations publiques comme privées pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Je vais revenir sur ce point et vous présenter un peu la genèse de cette prise en compte des travailleurs indépendants handicapés. Je veux bien que tu vas sur la slide d'avant, s'il te plaît, Baptiste. Présenter rapidement donc, qui est HUP Entrepreneur et passer bien sûr après la main à l'inclusion. Et enfin, à Julie Cherrier, entreprise donc dirigée par trois entrepreneurs TIH, pour vous en dire un peu plus sur son retour d'expérience. HUP Entrepreneur, nous sommes une association d'intérêt général créée il y a 16 ans pour être tout simplement les homologues du réseau GESAT et de l'UNEA, mais pour les travailleurs indépendants handicapés. Nous sommes du coup le réseau, la tête de réseau des travailleurs indépendants handicapés sur tout le territoire national et ultramarin, et donc association d'intérêt général. Depuis que nous existons, nous avons pu soutenir plus de 2800 personnes en situation de handicap qui développent une activité indépendante, quelle que soit la forme, entreprise individuelle, société, activité libérale, artisan, commerçant, ou bien sûr professionnel en entreprise, du conseil tertiaire, on va dire, activité tertiaire. Et donc ici, vous allez rentrer dans un univers vraiment majoritairement de prestations intellectuelles. Donc peut-être vous avez l'habitude, par les entreprises adaptées et les ESAT, d'avoir d'autres prestations, fournitures de biens et services. Ici, on se place dans un champ à 80% de prestations intellectuelles. Donc peut-être un lien tout de suite à faire avec vos pratiques en matière d'achat de prestations intellectuelles. Ici, dans cette diapo, vous voyez, cette diapo, elle est importante simplement pour illustrer que ces hommes et ces femmes qui sont travailleurs indépendants handicapés, vous le voyez dans la diapo, sont de tous âges, de toutes origines géographiques ou sociales, jeunes ou moins jeunes, ou plus avancés dans leur carrière. Donc, on est face à des profils de professionnels extrêmement divers, et en tout cas, nous, dans notre dernière mesure évaluation d'impact social, largement féminisés. 69% des TIH sont des femmes. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons spécialement provoqué, mais c'est ainsi, mais c'est en tout cas un fait marquant à souligner. On peut passer à la diapo d'après. Merci beaucoup, Baptiste. Du coup, pour vous parler des travailleurs indépendants handicapés, ça me semblait important de revenir peut-être un petit peu sur l'historique et la genèse. Alors, évidemment, les personnes en situation de handicap qui sont à leur compte indépendants, que ça soit artisans, commerçants, professionnels libéraux ou sociétés, il y en a toujours eu. Ils n'ont pas attendu la loi pour exister. Mais en tout cas, leur prise en compte dans le cadre réglementaire est relativement récente. 1987, vous le savez, c'est bien sûr la création de l'obligation d'emploi dans le cadre légal pour les structures publiques comme privées de plus de 20 salariés. 2005 apparaît avec la loi citoyenneté la notion de partenaire handicap ou de sous-traitance handicap à travers les prestations, la valorisation des prestations des EA ou des ESAT dans le cadre de l'obligation d'emploi, 2005. Et c'est seulement en 2016 que cette valorisation est élargie aux travailleurs indépendants handicapés. Donc vous voyez que 2016, c'est quand même récent.
décret d'application 28 janvier 2016. Et on pourrait rajouter dans ce contexte législatif quelque chose qui vous concerne, c'est la prise en compte dans la commande publique, le guide de la commande publique qui valorise les bonnes pratiques d'achat. Les TIH sont présents dans ce guide dans sa dernière mise à jour de 2023. Donc, vous voyez que c'est encore plus récent. D'ailleurs, je vous enverrai dans le chat le lien, vous le connaissez par cœur, ce guide, bien sûr, j'imagine. Je vous le renverrai simplement en référence sur cette mention particulière de finalement quelle bonne pratique, comment prendre en compte dans les cahiers des charges, notamment dans les clauses sociales, les travailleurs indépendants handicapés. Ce guide amène des bonnes pratiques intéressantes. Et donc, les travailleurs indépendants handicapés, pour vous situer quelques chiffres, déjà la définition juridique, contrairement aux EA et aux ESAT, ce n'est pas un agrément. Il n'y a pas d'agrément, ni régional, ni départemental, autour du statut de travailleur indépendant handicapé. C'est bien une définition juridique qui réunit deux statuts, finalement, deux qualifications avec des justificatifs évidemment associés. Le fait d'être travailleur indépendant, donc qui est défini par le Code du travail, et qui engendre un certain nombre de preuves administratives de ce statut de travailleur indépendant. La preuve la plus courante étant, bien sûr, le CABIS, qui est l'identité juridique de la personnalité morale créée par le travailleur indépendant handicapé, ou l'attestation URSSAF, comme quoi le travailleur indépendant handicapé s'acquitte de ses obligations sociales en tant que personne morale. Donc voilà, les justificatifs les plus courants, c'est bien le CABIS ou l'attestation URSSAF. Il peut y en avoir bien sûr d'autres. En tant que travailleur indépendant ayant une personnalité morale, une personnalité juridique morale. Et combiné à cela, une reconnaissance administrative de son handicap. En France, il existe 5 justificatifs administratifs, le principal étant bien sûr la RQTH. Les TIH, en termes de chiffres clés, ils sont, selon l'AGFIP, dans son dernier tableau de bord de l'emploi des travailleurs handicapés, version avril 2023, ils sont 80 000 en France à être travailleurs indépendants handicapés, avec une activité existante et comment dire, en activité mature, j'ai envie de dire. 80% des TIH ont un handicap invisible. Et dans notre dernière étude, qui est la plus grosse étude à ce jour sur les travailleurs indépendants handicapés, l'ENATI a souligné que c'est un public particulièrement qualifié, puisque 84% d'entre eux ont un niveau de qualification égal ou supérieur au bac. Je pourrais même préciser ce chiffre pour vous dire que 82% d'entre eux ont un niveau d'études à bac plus 3 ou plus. Donc quand je vous parlais de prestations intellectuelles, vous voyez qu'il y a un miroir aussi par rapport au niveau de qualification. On peut passer à la planche d'après. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est évidemment qu'est-ce qui caractérise les travailleurs indépendants handicapés ? Ce sont évidemment avant tout des entrepreneurs, des dirigeants qui sont autonomes dans la gestion de leur activité économique et dans les prestations qu'ils ont à proposer à leurs clients, vous peut-être très bientôt. Ce qu'il faut néanmoins retenir, bien sûr, c'est que ce sont pour la plupart d'entre eux, 80% d'entre eux plutôt des individuels, des entrepreneurs individuels, donc une réelle quand même, un sentiment de solitude accru qu'ils peuvent exprimer. Et effectivement, le sentiment, bien sûr, que la situation de handicap peut présenter des freins au développement de l'activité, notamment liés aux démarches administratives pour accéder à leurs droits. Ça, c'est le cas de toutes les personnes handicapées, mais encore plus lorsque je suis un entrepreneur individuel. On peut passer à la planche d'après. On vous enverra bien sûr cette présentation. Alors évidemment, la question, ça peut être de se dire quel est l'intérêt pour eux de devenir TIH. Il y a bien sûr l'intérêt d'être son propre patron, développer une certaine autonomie, flexibilité de son cadre de travail, la possibilité de cumuler un certain nombre d'aides qui permettent de compléter l'activité de l'entreprise, d'accéder à des dispositifs d'aide spécifiques et pour certains d'entre eux, à certaines conditions, de pouvoir partir en anticipé à la retraite. Mais ce n'est pas évidemment la principale motivation. Ce sont des avantages liés à ce statut. Comment devient-on travailleur indépendant handicapé ? Il y a évidemment toute une démarche de reconnaissance associée. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, en tout cas pour vous, acheteurs publics, il existe des plateformes pour vous permettre de rencontrer plus facilement les compétences dont vous avez besoin, passer vos marchés notamment, pour
rencontrer ces travailleurs indépendants handicapés. Il existe aujourd'hui 4 plateformes, et ce n'est pas moi qui vous en parle. Moi-même, à Shop Entrepreneur, on n'est pas une plateforme de mise en relation, on est vraiment un acteur de la professionnalisation des travailleurs indépendants handicapés. Les 4 plateformes qui existent pour accompagner ces mises en relation, faciliter l'accès au marché, c'est bien sûr d'abord l'inclusion. Ils vont vous parler juste après, qui est la plus grande plateforme dédiée au TIH, 1000 TIH référencés. On peut citer également Malte, qui est un acteur européen, généraliste plutôt dédié aux entrepreneurs individuels et freelance. On peut également parler d'Atomota, qui est un acteur dédié à l'événementiel et à la communication. Et enfin, on peut parler également d'Andeco, qui a un petit annuaire d'une trentaine de TIH plutôt spécialisés dans les politiques handicap. Mais je fais un raccourci parce qu'il existe d'autres métiers. Mais voilà, c'est une plus petite plateforme. Voilà pour planter un petit peu le décor. On peut passer à la slide d'après. Alors, pourquoi pour vous c'est intéressant de faire appel aux travailleurs indépendants handicapés? Un petit rappel du mécanisme, sans entrer dans trop de détails, mais bien sûr, le fait de faire appel à ces professionnels que sont les TIH, tout comme pour les OAL et les ESAT, ça vous amène une valorisation, une réduction de votre contribution FIPH-FP, en l'occurrence. Celle-ci se traduit par une réduction sur la facture reçue de 30% liée au coût de main-d'œuvre. Exactement le même mécanisme que pour les ESAT. La justification vis-à-vis du FIPH-FP, elle est la même, c'est l'attestation de déductibilité. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails à ce stade, mais voilà, vous avez la possibilité, à travers ce recours au TIH, de valoriser tout simplement des prestations intellectuelles pour la plupart, ou en tout cas des prestations à haute valeur ajoutée, dans le cadre de votre contribution handicap du FIPH-FP. Voilà pourquoi c'est intéressant, et c'est bien sûr une forme de soutien aussi moral, symbolique, de soutenir un professionnel qui peut avoir cette fragilité, et voilà, d'apporter aussi un soutien sociétal, j'ai envie de dire. On peut passer à la planche d'après. Et alors nous, à Shop Entrepreneur, dans ce paysage, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est que nous sommes vraiment l'acteur de professionnalisation pour accompagner ces travailleurs indépendants handicapés à renforcer leurs projets entrepreneuriaux ou à surmonter les difficultés rencontrées dans le développement de leurs activités entrepreneuriales. Je ne vais pas être trop longue pour passer la parole à mes camarades, mais pour réaliser cette professionnalisation, nous déployons 4 programmes d'accompagnement qui sont gratuits pour les entrepreneurs TIH. Donc, vous voyez ici, ce sont 4 programmes qui correspondent à des stades différents d'avancement du projet entrepreneurial. Explorer, découvrir, se lancer, créer, structurer, se renforcer et enfin accélérer. Le dénominateur commun à tous ces programmes, c'est déjà une temporalité longue. Nous, on accompagne plutôt les trajectoires entrepreneuriales que d'accompagner simplement sur 3 ou 6 mois. La prise en compte des besoins spécifiques des entrepreneurs que nous accompagnons, donc tout besoin d'accessibilité ou de compensation du handicap, on essaie de le prendre en compte au mieux pour que l'entrepreneur bénéficie pleinement de son parcours, profite pleinement de son parcours chez HUP. On a une attention accrue à l'accompagnement par le coaching et le mentorat pour permettre à l'entrepreneur vraiment de concilier harmonieusement handicap et entrepreneuriat. On renforce de cette manière-là l'autonomie et les postures des chefs d'entreprise en situation de handicap. Et ce qui nous rend peut-être différent d'un incubateur classique, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur l'échange entre pairs. On est convaincu que finalement, les personnes les mieux placées pour coacher les entrepreneurs qui se lancent et surtout les chefs d'entreprise en situation de handicap qui se sont déjà lancés. Et donc, on organise pour cela un certain nombre de formats d'échange entre pairs pour apporter cette confiance dans le fait d'entreprendre avec son handicap. Voilà, je ne serai pas plus longue et je passe la parole pour vous parler plutôt de mise en relation et d'achat à l'inclusion. Donc, Baptiste, juste après moi. Merci pour votre attention. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aller très rapidement. Non, mais prenez vos temps quand même. Donc, l'inclusion, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, on a un statut ESUS au sein de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 2016 avec la loi handicap, comme le disait Pauline, qui a intégré l'ETI dans les dispositifs d'incitation financière de la sous-traitance handicap. Et on a notre mission principale, c'est de développer des services pour les travailleurs indépendants handicapés et leur écosystème. Aujourd'hui, je vais présenter un de nos services qui est une plateforme de mise en relation avec 2000 prestataires, dont 1000 travailleurs indépendants handicapés. Ce qui est marqué sur la droite, on a 7 inscriptions par semaine. On a une équipe de 30 personnes
Et on a d'autres programmes, mais je vais principalement vous parler de la plateforme l'inclusion.fr qui a pour principe de mettre en relation des entreprises qui veulent booster leurs achats responsables, mais également des structures privées et publiques avec des travailleurs indépendants handicapés. Là, je vais vous donner de la donnée issue de nos plateformes et aussi d'une étude que nous avons menée avec Malte, qui est un de nos partenaires sur la plateforme l'inclusion.fr. Cette étude a pour titre « Travailleurs indépendants handicapés, une communauté à fort potentiel ». Et ce qu'on peut voir de cette slide, c'est tout d'abord que les travailleurs indépendants handicapés répondent aux mêmes critères que les entrepreneurs, que les freelances. C'est-à-dire que, comme le disait Pauline, on a une surreprésentation des diplômés. D'après notre étude avec Malte, on avait estimé que 75% des TIH avec Bac+2 et plus, 40% effectuent des missions inférieures à 1 mois, comme la plupart des freelances, et 37% réalisent leur mission 100% en télétravail. Ce qui peut être expliqué, ce chiffre, à la fois par les modalités du télétravail, mais également par des besoins spécifiques liés à leur situation de handicap. Et on voit à droite que 60% des TIH résident dans une métropole, dont 35% en Île-de-France. Ensuite, je vais finir sur 2 slides pour vous présenter les métiers des travailleurs indépendants handicapés à partir des 1000 profils qui sont inscrits sur notre plateforme. On voit, comme le disait Pauline, une bonne représentation des prestations intellectuelles avec différents corps de métiers. Le premier étant les métiers de la communication, du marketing et des métiers de l'image. J'ai une slide après où je détaille les métiers. La deuxième représentation concerne les conseils et appuis aux fonctions support. On a aussi 12% en IT et data. On a 10% en service handicap, avec pas mal de TIH qui sont experts en handicap et accessibilité ou formateurs, mais également des expertises. Donc, on est dans le champ, plutôt de services, notamment la prestation intellectuelle. Et je vais finir avec cette slide pour vous donner un peu des exemples de métiers. C'est la dernière slide qui est mise à jour, donc c'est normal si les chiffres ne sont pas en accord avec la slide juste avant. Mais on a par exemple sur IT et data, on a 87 développeurs sur les 1000 profils, 37 chefs de projet IT, donc ça peut être des product owners, des product managers, 13 profils en design. On a par exemple tout en bas à gauche sur le marketing et la communication, 60 TIH qui opèrent dans la communication et le marketing opérationnel, 35 dans le community management. Donc sur ces 1000 profils, on a donc une bonne représentation des prestations intellectuelles, mais également j'ai envie de vous dire, les profils pénuriques qui ne sont pas TIH vont se retrouver dans les profils TIH. Ça veut dire qu'on a par exemple, entre guillemets, 17% de profils en IT data, alors qu'on sait qu'il y a une forte demande, mais parce que ce sont des profils pénuriques par définition. Voilà pour moi. Maintenant, je vais laisser la parole à Julie pour un peu vous présenter son parcours. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Bonjour à toutes et tous. Première question, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai une très mauvaise qualité de connexion. Oui, on vous entend bien. Bonjour Julie. Ok, super. Bonjour, merci beaucoup. Alors du coup, je me présente, enchantée. Je m'appelle Julie, j'ai 40 ans, je réside à Marseille et je suis associée et responsable de la communication chez Ask, une entreprise que j'ai cofondée avec 2 autres TIH comme moi. Au niveau du coup de mon handicap, c'est un handicap invisible. Je suis porteuse d'une maladie orpheline. Les impacts sur mon travail, ça sera de travailler avec de la fatigabilité, de la douleur chronique et des gestes chirurgicaux. Mes 2 associés, pour vous en dire, est malvoyante de naissance et Evelyne est aveugle. Elle est accompagnée dans ses déplacements par un chien guide qui s'appelle Surf. Nous avons également une chargée de communication qui est également en situation de handicap invisible et un panel d'experts en situation de handicap qui viennent intervenir avec nous sur nos actions. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Ask? Eh bien, on monte en compétence les collaborateurs des organisations sur les sujets de l'inclusion, mais de manière fun et opérationnelle, en démultipliant notre impact grâce justement à cette fameuse rencontre avec des experts directs en handicap. On propose du coup des actions de sensibilisation, de formation, puisqu'on est également organisme de formation certifié Calliope, de la communication et du conseil. Et nous sommes fiers d'avoir dépassé les 10 000 bénéficiaires depuis la création de Ask en 2017. Ask est donc une agence de conseil inclusive et engagée. Je vais revenir sur notre expérience sur l'un des appels d'offres que nous avons remporté dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. En fait, pour vous retracer un petit peu le parcours et le déroulé de comment ça s'est passé, nous étions
structure Les Canaux à Paris, puisque notre siège social est à Paris. Nous sommes un acteur de l'ESS et nous étions déjà connectés avec eux. Ils nous ont fait part de la création d'un futur panel ESS 2024 qui pourrait regrouper des acteurs de l'ESS en vue de réponse aux appels d'offres des JO. Donc du coup, on a choisi de répondre à ce premier appel à candidature pour faire partie de ce panel avec une sélection par dossier puis après par entretien. Nous avons eu accès du coup à la finalité et faisons partie de ce fameux panel ESS 2024. L'accompagnement était extrêmement bien que quelques freins puisque certains documents n'étaient pas forcément accessibles, notamment pour mes associés. Donc heureusement que moi j'avais pas de problème de vision, j'ai pu répondre aux documents avec elle. Mais voilà, sur le parcours il y avait quelques petits freins d'accessibilité. Malgré tout, le dispositif était extrêmement solide, on était vraiment bien accompagnés et ils nous ont proposé une session de speed dating pour rencontrer d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire et voir justement si on pouvait matcher professionnellement, trouver les compétences qui nous manquaient pour répondre à un appel d'offres. Passé. On a assisté à cette session, on a vraiment bien matché avec certains acteurs de l'ESS. On a reçu ensuite des propositions d'appels d'offres correspondant finalement à notre taille, à nos compétences. Donc voilà, c'était quelque chose de vraiment bien de découvrir que une porte était possible pour nous. On a du coup formé un groupement solidaire avec un autre acteur de l'ESS et on s'est lancé dans cette réponse à appel d'offres jusqu'à passer toutes les étapes pour finalement remporter ce marché qui est un marché de formation à la diversité et à l'inclusion pour les... Donc, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, très significatif et tout cet accompagnement nous a permis d'aller au bout du processus. C'était une véritable opportunité de business pour nous qui était vraiment formatée pour qu'on puisse y répondre en fait. On insiste un petit peu quand même sur le côté accessibilité de l'accompagnement et des procédures qui mériteraient d'être un petit peu améliorées, mais globalement, c'était vraiment parfait. On était dans des bonnes conditions à cet appel d'offres. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, sans aucun tabou, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, ça sera avec plaisir pour vous y répondre. Parce que je crois qu'on est un petit peu en retard en termes de timing. Non, ça va, vous inquiétez Ah bon. pas. J'insiste Merci alors un beaucoup. tout petit... Ah pardon. J'allais juste revenir une seconde pour insister sur le message que nous sommes des entrepreneurs avant tout. Certes, nous avons nos situations de handicap, mais nous avons adapté déjà nos postes. Donc, il restera que quelques petits besoins spécifiques à combler. Voilà, nous sommes des entrepreneurs comme les autres finalement. Donc là, pour ce marché, donc vous avez répondu en groupement, c'est ça, mais avec des structures du handicap ou structures de l'IAE? Pas du tout. En fait, le panel ESS 2024 n'est constitué que d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. On en fait partie avec Ask. Et en fait, sur un des appels d'offres et chez un des autres acteurs de l'ESS, il leur manquait la compétence inclusion. On s'est donc mis ensemble. On avait toutes les compétences réunies pour répondre à l'appel d'offres ensemble. Il y a eu une coupure, excusez-moi. Donc là, vous avez répondu, mais pas sur un marché réservé, en fait. Non, sur un marché ouvert. D'accord, très bien. Grâce vraiment à ce système de matching, de job dating, on a pu trouver la compétence qui nous manquait sur la diversité. L'autre structure a pu trouver la compétence qui lui manquait sur l'inclusion et communément, on a pu... Et tout ça, ça a été piloté par ESS 2024, hein, c'est bien ça. C'est ça qui est porté par la structure Les Canaux. D'accord. Et ils ont été missionnés par les JO pour mettre ça en place et pour permettre justement aux petites structures de l'économie sociale de pouvoir répondre à des appels d'offres des Jeux Olympiques. Mais finalement, le process était tellement bien cadré pour les petites structures ainsi que les petites tailles de marché que c'était complètement adapté également pour les TIH. Et c'était le premier marché public auquel vous répondiez? Non. Non. Second et le premier, ça a été un échec et malheureusement, on n'a pas pu savoir pourquoi alors que c'était très important pour nous de connaître ce qui a coincé. C'était la deuxième.
cas, bravo, hein. Merci. Non, mais voilà, on fait des belles choses, on fait des grandes choses. On est par exemple un des partenaires opérationnels de la politique handicap, du leader de la logistique mondiale, et ce depuis 5 ans d'affilée. Donc, ça va aussi à l'encontre des stéréotypes qu'on peut avoir avec les TIH. Et donc là, pour qu'un acheteur s'assure que voilà, qu'il va travailler avec un TIH, c'est, le CABI, c'est, le titre, qui vous reconnaît, en situation de handicap, donc RQTH et autres titres possibles, en fait? Exactement, les justificatifs administratifs de OK. reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, comme l'a dit Pauline, il peut y en avoir plusieurs. La plus commune, effectivement, c'est la RQTH, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà, du moment qu'on a un justificatif d'entrepreneur et on est considéré TIH. Je ne sais pas si les personnes qui, voilà, qui veulent poser des questions, si tout a été clair. Alors je ne sais pas, là, je m'adresse un peu aux acheteurs qui suivent cet atelier. Donc, est-ce que, voilà, les TIH, voilà, ces travailleurs, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que ça peut correspondre à certains de vos marchés, auxquels ils pourraient, répondre, soit, voilà, de façon, individuelle, soit, en groupement avec une entreprise, classique, sachant que vous, dans votre marché, effectivement, dans le cadre de la prise en compte des considérations sociales, voilà, vous pouvez aussi, valoriser le fait que l'entreprise ordinaire répondrait en sous-traitance ou en co-traitance avec, voilà, ce type de structure. Et je ne sais pas si, voilà, vous aviez, connaissance des TIH? Alors c'est vrai que vous êtes sur, plutôt des marchés de, voilà, vous êtes principalement sur des marchés de prestations intellectuelles, donc, ben, il faut que le donneur d'ordre ait voilà, ait en publication ce type de marché, hein. Si jamais il y a des questions qui peuvent vous venir a posteriori, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Ask le handicap au service des compétences. Je vous le mets dans le chat. Je vous Très mets bien. également mes coordonnées perso. Donc voilà, des questions qui vous viennent même plus tard, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et donc là, les TIH, elles ne sont pas référencées sur, le marché de l'inclusion, hein, si je ne me trompe pas? Sur le panel d'inclusion qu'a présenté Le Baptiste, marché de l'inclusion, vous n'êtes pas référencés, hein? là, je suis pas capable de répondre. Peut-être que Parce que Baptiste si, ou voilà, Baptiste, si ouais. un acheteur, veut savoir où il va voilà, où il va trouver des TIH, donc il va sur la plateforme de l'inclusion, entre autres. Les TIH ne sont pas sur le marché de l'inclusion. Donc si un acheteur, voilà, veut, connaître quels sont les TIH par rapport à un besoin, il va sur votre, entre autres sur votre plateforme la plateforme de l'inclusion, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Sachant que Pauline a donné d'autres également Oui. opérateurs qui opèrent. Malte étant un acteur généraliste, mais qui a plusieurs centaines de milliers de freelances en Europe. On n'est pas du tout sur le même positionnement. Alors que notre plateforme l'inclusion.fr va être une plateforme spécialiste, notamment des travailleurs indépendants handicapés en France. Et on vérifie le statut de TIH avant inscription sur la plateforme. L'accès au profil de TIH se fait par un abonnement payé du coup par les acteurs qui souhaitent avoir accès à la base de travailleurs indépendants handicapés. Voilà. Mais n'hésitez pas, je vais vous mettre le contact à écrire à contact@l'inclusion.fr si vous avez une question à ce niveau-là. Donc vous, l'inclusion, vous avez déjà des partenariats avec, avec des donneurs d'ordre ou? Effectivement, oui. En fait, nous, on travaille par exemple avec le service Malte et on a pu travailler par exemple pour des acteurs publics, mais on travaille également avec des cabinets de conseil, par exemple dans le privé. Par exemple, dans le cadre de la prestation intellectuelle, avec des acteurs du luxe, de l'énergie. C'est plutôt des grands comptes. D'accord, et OK. C'est assez intéressant effectivement, ouais. Je En pense que fait, vous êtes ouais. complémentaires, hein, avec, le réseau GESAT, Ouais. les Bah, en l'UNEA, je fait, pense que ce sont nos homologues, hein.
GESAT, UNEA, en général, quand il y a des interventions, on est côte à côte, on se connaît très bien. En fait, il faut bien comprendre que les TIH, ils existent depuis toujours, mais leur reconnaissance légale est récente. C'est un public qui émerge. Et je peux vous dire que je dois régulièrement taper encore du poing sur la table pour ne pas qu'on les oublie. Un exemple très concret, c'est un événement, je ne leur jette pas du tout la pierre, hein, un événement dédié aux achats. Il y avait énormément d'acheteurs publics présents. Hein. C'est les Andis formels. Je ne sais pas si vous connaissez les Andis formels, mais c'est un événement achat qui est quand même assez connu, organisé par Andeco. Il y avait notamment Olivier Debargue de Paris 2024, dont a parlé Julie. Et puis, en fait, ça débattait EA et ZAT. Et on ne parlait toujours pas de TIH. Or, juste pour resituer, hein, la sous-traitance handicap, c'est 250 000 travailleurs handicapés en termes d'emploi. Hein, 250 000. Les TIH, ils pèsent sur 80 000 des 250 000. Donc, on parle d'un tiers du secteur. Un tiers du secteur des partenaires handicap sont des TIH en termes de nombre d'emplois, de nombre de professionnels. Donc, pour vous, c'est une vraie, un vivier encore non exploité. C'est un vivier de talent qui est là, dont il faut se saisir. C'est quand même un tiers du secteur. C'est énorme. Après, comme il n'existe pas d'agrément, c'est aussi pour ça que les 4 plateformes dont je vous parlais se sont créées. C'est pour faciliter cette mise en relation et être en quelque sorte aussi une sorte de tiers un peu, enfin, qui apporte un label outil. Parce que justement, cette vérification du statut, elle est faite. Vous voyez, c'est aussi ça l'intérêt de passer par ces plateformes. C'est que la justification du statut, elle est assez simple, mais pour autant, ces plateformes-là ont fait cette vérification déjà, ont vérifié que l'entreprise est toujours en activité, etc. etc. Donc, c'est une sorte de tiers, on va dire, un tiers de confiance qui apporte ce label, puisque l'agrément n'existe pas. Donc, pour vous, c'est aussi la possibilité d'avoir un achat serein et tranquille. C'est que les professionnels TIH qui sont sur ces plateformes sont bien des TIH. Ça a été vérifié déjà. Après, vous avez la possibilité, lors d'événements achats, de rencontrer des professionnels TI, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui avec Julie, où là, vous n'avez pas besoin de cette vérification puisque enfin, voilà, la rencontre permet déjà d'être dans cette confiance-là. Mais voilà, il faut avoir conscience que finalement, on parle d'un tiers du secteur, mais un tiers récent, encore une fois, qui émerge encore aujourd'hui. Donc, il y a vraiment, je pense, vraiment besoin aussi de faire appel à ces réseaux pour faciliter votre rencontre avec ces différents talents. Voilà. Et vous travaillez avec des facilitateurs? Enfin, vous avez des relations avec les facilitateurs, qui sont, voilà, l'intermédiaire entre, voilà, Ouais, l'achat. alors vous savez que dans les facilitateurs, il y a des TIH, justement. La personne que j'avais sollicitée aussi pour l'intervention d'aujourd'hui, Yann Lecause, il est acheteur senior indépendant et il est facilitateur de clause sociale. Il intervient en tant que facilitateur clause sociale lui-même. D'accord. Donc voilà, Yann Lecause, ça peut être aussi quelqu'un d'intéressant sur ce volet formation à l'intégration des titres dans les clauses sociales. C'est un spécialiste du sujet. Parce que c'est vrai que c'est peut-être aussi pas très connu des facilitateurs, donc qui fait que vous avez Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec la mise à jour du guide de la commande publique, en tout cas, il y a une obligation de se former, puisqu'aujourd'hui, c'est dans les bonnes pratiques des clauses sociales de la commande publique d'intégrer les TIH. Donc, du coup, c'est peut-être un enjeu de formation. Oui. Quoi. Quand voilà, dans la rédaction des clauses et dans les nouveaux CCAG qui prennent en compte voilà, la rédaction, voilà, la pré-rédaction d'une clause, les TIH en font partie, effectivement. Ah oui, c'est demain l'Inclusive Dev, effectivement. Tout à fait, donc n'hésitez pas si vous Oui, pouvez merci passer de me demain. rappeler. Vous y serez donc. Tout à Très fait, bien. nous aurons un stand demain, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Merci beaucoup. Effectivement, le prochain petit pas, et merci Julie, est tout trouvé. Si vous avez la possibilité de venir à l'Inclusive Day, c'est vraiment l'occasion de creuser sur ce thème des TIH. C'est comme ça, finalement, ça a lieu après-demain. C'est peut-être le prochain petit pas auquel on vous invite. C'est de venir à l'Inclusive Day, de découvrir tous ces talents qui seront présents à l'Inclusive Day.
Oui, c'est Est-ce vrai que tu as qu'il y a déjà ton numéro de stand, Julie? Comme ça, les gens Tout peuvent à aller te fait. voir. Je le mets dans le chat, merci. Là, je vois plus de questions, donc je pense qu'on on est dans les délais, impeccable. Ce que je vous propose, c'est bah, d'arrêter l'atelier aujourd'hui. Donc, voilà, le replay vous sera transmis. Alors, voilà, peut-être dans 2 semaines plutôt, parce que voilà, personne chez nous qui fait le téléchargement est en congé, mais voilà, vous l'aurez ainsi que les supports des intervenants. Alors, un grand merci aux intervenants. Je pense que ça nous a tous éclairés. Et bah, bonne fin de journée à tous. Et puis, bah, rendez-vous pour nous, notre dernier atelier la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. Erika. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci à tous. Très bonne suite de journée. Au revoir. Merci.